Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette dernière étape de la rentrée de la tech, une opération organisée par la Tribune et la mission French Tech, en partenariat notamment avec la région Occitanie. Cette tournée a démarré le 7 septembre et s'est poursuivie partout en France dans les capitales French Tech. Pour se terminer aujourd'hui donc à Montpellier, où la thématique choisie est la suivante, innovation et crise, comment les startups vont-elles rebondir? Alors, il s'agira d'observer comment l'écosystème French Tech s'organise pour repérer les startups en difficulté, comment il peut les accompagner pour rebondir, mais aussi comment accompagner celles qui, dans ce contexte, accélèrent. La French Tech Méditerranée a créé pour ça une commission dédiée, la commission Covid, et nous allons voir comment ça marche. Pour en parler, j'accueille donc Clément Sade, président de la French Tech Méditerranée, CEO de Pradeo à Montpellier, une entreprise spécialisée dans les solutions de sécurité mobile. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Geneviève Blanc, directrice de participation chez IRDI Soridec Gestion, capital risqueur régional. Bonjour Geneviève. Bonjour à tous. Et le start-upper témoin de l'étape, Stéphane Seignerin, fondateur à Montpellier de MyCarSpot, une start-up qui propose une solution de gestion de parking collaboratif optimisée. Mais pas que. Bonjour Stéphane. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Merci à tous les trois. Alors pour commencer un premier tour de table, je m'adresse d'abord à vous Clément. Pouvez-vous présenter l'écosystème French Tech Méditerranée et nous expliquer comment il se situe par rapport aux autres écosystèmes en France? Déjà, la French Tech est un mouvement national. La French Tech, c'est national. Et effectivement, la French Tech a pour vocation d'attirer et de réunir les startups qui souhaitent s'inscrire avec une innovation, s'inscrire dans une logique d'ambition forte. Et l'intérêt de la French Tech, c'est qu'on a compris qu'en France, il n'y avait pas un territoire particulier qui détenait une compétence, mais des compétences, il y en avait partout sur le territoire. Et du coup, effectivement, cette observation s'est déclinée en différentes capitales French Tech. Sur la France, il y a 13 capitales, et parmi ces 13 capitales, il y a effectivement la French Tech Méditerranée, qui regroupe le périmètre Hérault, Gare et le sud Aveyron. Et donc l'écosystème, et après chaque écosystème de capitale a ses spécificités. Les spécificités de notre écosystème à nous, c'est qu'il s'appuie sur des universités très présentes, des laboratoires très présents, donc des technologies à haut niveau, couplé à ça avec des incubateurs qui font partie des meilleurs incubateurs, et puis des investisseurs, et puis un certain nombre d'autres acteurs qui viennent faciliter le développement de nos startups. Donc voilà un petit peu la cartographie de notre territoire. Ok, merci. Vous étiez, je crois, dans les bureaux de l'Élysée lundi dernier. Vous pouvez nous raconter pourquoi? Alors oui, chaque trimestre, en fait, il y a une réunion qui se fait, c'est le Conseil national des French Tech qui se réunit sous l'autorité de Cédric O, puisque la French Tech est sous son autorité. Donc, généralement, cette réunion se fait plutôt à Bercy ou en visioconférence, étant donné le contexte qu'on a eu. Donc, c'est tous les trimestres, et il se trouve que là, on a eu la bonne surprise de le faire à l'Élysée, et en ayant un participant de taille, puisque le président de la République nous a rejoints. Et on a pu justement mesurer l'intérêt des startups et de l'écosystème startup au plus haut niveau de l'État. Voilà. Et on a pu surtout, nous, partager un certain nombre de demandes qu'on avait, et donc on a pu être entendu à cette échelle-là, donc c'est assez valorisant. Un petit débrief sur ce qui s'est dit peut-être. Il y a eu une annonce assez forte qui a été donnée sur le financement, et notamment le financement des 7 milliards à destination des startups. Donc juste pour donner un aperçu de ce que seront ces 7 milliards, ils sont grosso modo coupés en deux. Il y a une moitié qui sera dédiée au renforcement des fonds propres des startups, c'est-à-dire au lever de fonds. Et puis une autre partie qui est tout autant intéressante, puisqu'elle va être engagée à la fois sur la formation, mais principalement sur la transformation numérique des administrations publiques. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que forcément, elles vont devoir s'appuyer sur des outils et donc prendre commande auprès de l'écosystème. Et on va essayer de faciliter la prise de commande
auprès de nos startups. Donc, un cercle vertueux où l'État a conscience qu'il faut qu'il se modernise. Et deux, on a d'ailleurs passé le message auprès du président de la République en précisant que la meilleure des aides pour les startups, il n'y en a qu'une, c'est la commande et la commande. Donc si l'État nous commande, les startups ne demandent pas à vivre sous perfusion, les startups demandent à vendre leurs produits et donc ça contribue à rentrer dans cette logique-là. Ok, très bien. Merci pour les bonnes nouvelles. Alors, avant d'évoquer la commission Covid, en faisant un rapide état des lieux, alors Clément, toujours, les startups ont-elles sollicité les dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement et dans quel état de santé sont-elles aujourd'hui? Alors oui, ça c'est déjà une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de frilosité sur le fait d'accéder au financement et aux dispositifs qui ont été proposés. Alors il paraîtrait qu'il en resterait encore certaines qui résisteraient à ne pas y aller. Moi je les encourage fortement à mobiliser ces dispositifs, puisque je rappelle que au bout de 12 mois, on a la possibilité soit de le rembourser totalement, soit de le convertir en prêt bancaire. Donc, dans tous les cas, une start-up, si effectivement elle est dans l'ambition qu'elle est censée avoir, c'est-à-dire une dynamique assez forte, l'emprunt d'aujourd'hui sera forcément marginal demain. Donc, il faut y aller, il faut renforcer notre trésor le plus rapidement possible. Donc, ça, on l'a vu, ça a été plutôt bien utilisé et il faut lancer le message que les banques ici ont vraiment joué le jeu et se sont mobilisés pour simplifier le renfort des trésors de nos startups. D'accord. D'accord. Geneviève, de votre côté, globalement, quel impact a eu le confinement et le ralentissement de l'économie sur les entreprises innovantes de votre portefeuille? Comment est-ce qu'elles ont réagi? Alors, les entreprises de notre portefeuille avaient un tout petit peu de chance, c'est que d'une manière générale, elles avaient assez de trésorerie pour faire face à cette crise, sous réserve qu'elle ne dure pas très très longtemps. Donc, elles ont réagi déjà en mettant leurs salariés en sécurité. Je pense que ça a été un point très très important, avec beaucoup de télétravail, assez peu de chômage partiel. On a trois secteurs d'activité assez impactés, je les citerai tout à l'heure. Mais d'une manière générale, elles ont toutes gardé leurs équipes R&D et leurs équipes commerciales pour se préparer à la reprise. Donc, elles ont à 90% actionné toutes les aides PGE, PGI à leur disposition. Et elles sont aujourd'hui prêtes j'allais dire, à continuer, à accélérer, sous réserve que leurs clients soient dans une bonne situation. Aujourd'hui, notre manque de visibilité concerne plus les clients de nos entreprises que nos entreprises. Après, on a 3 secteurs touchés, qui est l'événementiel, bien entendu, celle qui avait un lien avec tout ce qui était mobilité, et celle qui travaillait avec les collectivités publiques, puisque le décalage des élections a quand même ralenti un certain nombre de choses, et les annonces gouvernementales que viennent de citer Clément sont de bon augure pour ces entreprises-là. Ok, très bien, merci. Comment est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous avez réagi vis-à-vis d'elles, vis-à-vis de ces entreprises-là? Déjà, avec notre présence, avec un rôle de conseil, en essayant de les rassurer, en leur disant que elles allaient être prioritaires dans notre soutien et dans nos investissements. Mais tout ça ne nous a pas non plus empêché de continuer les deals qui étaient en cours, puisque des levées de fonds ont été faites dans la période de confinement. Donc, sur des dossiers qu'on avait déjà instruits. Il faut noter que ces deals se sont faits sans remise en cause des valorisations, qu'il y a des grosses opérations de plus avec des investisseurs nationaux, avec des investisseurs internes, que la volonté des investisseurs était aussi de donner un signal assez fort aux startups pour leur dire voilà, on ne va pas arrêter parce que normal. Donc, je vais essayer d'être constructif. Et post-confinement, pendant le confinement, nous avons même étudié des dossiers qui ont été mis en place à la sortie. C'est le cas à Montpellier d'une entreprise comme Magic Palette
qui a annoncé sa levée de fonds cette semaine, ou un dossier toulousain qui s'appelle Exotrade, qui a aussi fait une très grosse levée de fonds. Voilà, je crois que c'est assez important de montrer, nous aussi, des signaux forts à destination des entreprises. Clément, les startups sont connues pour leur agilité. Est-ce qu'elles sont armées pour rebondir? Et finalement, le contexte actuel ne va-t-il pas, au contraire, leur profiter? Alors déjà, la première observation, c'est que grosso modo, la crise Covid n'a pas eu un impact négatif sur la très grande majorité des startups. Voilà, et notamment toutes celles qui sont dans le numérique, ça a plutôt été porteur plutôt qu'un frein à leur développement. Après, sur certains secteurs, et Geneviève l'a précisé, tout ce qui est tourisme, sport, événementiel, etc., ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend que le Covid en soi peut représenter donc, soit une difficulté, soit une opportunité. Et donc, tout l'enjeu va être de faire en sorte que, au final, il n'y ait pas de perdants dans tout cet environnement-là. Et donc, pour nous, l'écosystème a plutôt été agile. Donc oui, effectivement, l'agilité des startups, c'est quand même le point fort. Voilà pourquoi je pense que globalement, les startups seront a priori plutôt protégées par ce qui est en train de se passer. On a vu des startups pendant la période, par exemple, qui ont proposé un produit Covid alors que ce n'était pas du tout leur métier. Ça, on l'a vu. Je pense à Vogo, par exemple, qui est dans le sport et qui a proposé un produit de dépistage. Donc, l'agilité des startups, c'est la force des startups. Donc, s'il y a une crise, a priori, elles sont les mieux armées pour être capables de prendre l'angle qui leur permettra de remonter la pente. Oui, on a vu Vogo, qui est une sporttech fondée par Christophe Carniel et qui participe à la création du test salivaire EasyCov au sein d'un consortium. Il y a aussi Stequan qui a fait preuve d'agilité en développant une solution de dépistage massif du Covid en exploitant les capacités de la dernière génération d'appareils d'analyse génomique à très haut débit. Donc, tout ça, c'est de l'agilité. C'est de l'agilité. Et c'est la force, c'est l'ADN des startups. Donc, alors, Stéphane, donc, avant de... Geneviève, vous vouliez dire quelque chose peut-être? Oui, c'est pour ça que le fait qu'elles aient quand même, la plupart, une trésorerie confortable, et vous citez 2 entreprises de notre portefeuille, ça leur a donné les moyens de garder des équipes de R&D, c'était fondamental, de garder des équipes pour imaginer les produits de demain. Si les aujourd'hui, enfin, leurs produits qui étaient leur fonds de commerce ne sont plus, j'allais dire pas au bout du jour, mais qu'ils puissent plus bâtir un projet de développement dessus. Donc, je crois que ça a été très bien compris de la part des dirigeants. Il faut garder les équipes de R&D, quels que soient les secteurs d'activité, même dans l'événementiel. Voilà, d'accord. Merci. Merci. Stéphane, avant de nous dire comment la crise agit sur MyCarSpot, est-ce que vous pouvez peut-être présenter votre startup et sa solution de gestion de parking collaboratif optimisée? Bien sûr. Effectivement, nous, on développe et on commercialise une solution qui permet d'optimiser le parking des entreprises. Alors, en fait, on essaie d'imaginer un monde où vous ne perdez pas de temps, où vous essayez en fait d'aller sur votre lieu de travail le plus rapidement possible et également en fait d'opérer des transitions vers des mobilités douces, favoriser le stationnement pour les véhicules électriques, aider les entreprises en fait finalement à actionner des transitions vers de la multimodalité, réussir à finalement, on sait bien qu'on ne se déplace pas à 100% en voiture aujourd'hui et on accompagne en France et en Europe des clients comme le groupe Nestlé ou bien encore JC2Co ou le groupe Honnête à faire en sorte que leurs collaborateurs finalement puissent aller plus vite sur le lieu de travail. Donc, c'est en partageant les places de parking entre les collaborateurs, en répondant à des demandes en fonction des disponibilités, des places disponibles, et puis également faire en sorte finalement de gérer ça de façon équitable, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui bénéficient en fait d'un stationnement, faire en sorte que les personnes n'aient pas à se garer finalement à l'extérieur de leur bureau, libérer l'espace qui est pris sur l'espace public, ramener les personnes finalement dans le parking de l'entreprise, que ce ne soit pas complètement un privilège, parce qu'on sait bien que les parkings, c'est un peu comme un privilège social où vous avez comme une voiture de fonction. Et là, en fait, nous, on casse ces hiérarchies, on fait en sorte de démocratiser l'accès au bureau et faire en sorte que ce soit les bonnes personnes, ceux qui font la continuité du business, ceux qui ont besoin d'aller sur le site, qui viennent accéder à l'entreprise.
Au-delà de cet avantage vertueux du partage, est-ce qu'il y a un avantage pour l'entreprise, notamment du point de vue économique, financier? Oui, effectivement, et vous faites bien de le signaler. En fait, on constate aujourd'hui qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des parkings qui sont pleins aux 2 tiers. Hein, donc, on a un tiers du parking qui est libre. Et quand on a des collaborateurs qui arrivent dans les entreprises, on va leur dire que non, ces collaborateurs ne peuvent pas bénéficier d'une place de parking parce qu'on a déjà donné toutes les places. Mais en réalité, on sait bien que les personnes vont être en déplacement, vont être en télétravail, et on l'a vu pendant le confinement. Le télétravail s'est développé très fortement et il va rester en fait de façon durable dans l'organisation des entreprises une partie de télétravail. Et cette problématique en fait des parkings qui sont vides pousse les entreprises à louer des parkings complémentaires, à louer des parkings publics, à en fait faire bénéficier d'un avantage différent à d'autres collaborateurs. Et ces collaborateurs en fait sont assez réticents parce qu'en fait on les éloigne du lieu de travail. On leur dit voilà, vous allez vous garer sur le parking d'échange qui est plus loin. On a payé des places pour vous. Et nous, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui sont clientes chez nous, en fait, elles arrêtent de louer des places de parking complémentaires parce qu'en fait, elles ont la place sous leur bureau ou bien dans le parking corporate, le parking de l'entreprise. Et donc, en fait, on leur fait gagner, on leur fait économiser sur les frais de fonctionnement, on leur fait gagner du temps. Un collaborateur perd en moyenne une journée par an en fait, à se stationner, hein, à trouver une place de travail, une place de parking. Donc, on leur fait gagner en fait ce temps. Donc, on ramène une journée de plus de collaborateurs pour l'entreprise. Donc, tout ça, en fait, cumulé, fait d'importantes économies. Voilà, puis on diminue l'empreinte, le foncier nécessaire hein, pour les places de parking. D'accord. D'accord, merci. Justement, à propos d'agilité, vous en avez fait preuve pendant le confinement. La crise qu'on traverse agit finalement comme un accélérateur pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle a fait apparaître comme besoin chez vos clients et comment vous y répondez? Oui, effectivement. Alors, je pense comme beaucoup d'entreprises et beaucoup de startups, on a eu très peur évidemment au démarrage, hein, au début du confinement. Nous, on est au début de l'aventure. On existe depuis moins de 2 ans. Et on a eu au tout début finalement du confinement presque un arrêt en fait des contacts entrants, ce qui est logique. Et puis en fait très vite ça s'est retourné parce que on a eu les perspectives de déconfinement et là les entreprises en fait sont venues nous voir spontanément, donc nos clients en premier lieu, en disant ok, on va déconfiner, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on fait déjà pour faire en sorte que ce soit les bonnes personnes qui puissent accéder le plus rapidement à l'entreprise. Donc sur notre cœur de métier, on va dire sur le parking, finalement, on avait des personnes qui ne voulaient pas prendre les transports en commun, qui avaient peur d'être exposées au public. Donc là, avec nos solutions, finalement, on fait en sorte de les amener plus vite dans le lieu de travail, éviter qu'ils soient exposés. Donc on les met en sécurité quelque part. Et puis aussi, et ça a été extrêmement intéressant. Les clients nous ont dit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bah, Stéphane, la solution est super intéressante, on gagne 30% de place pour le parking. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose finalement pour les bureaux? Parce que on sait bien, en fait, on est obligé de mettre en place des mesures de distanciation sociale. On est obligé de faire en sorte que dans les open space, finalement, il y a quand même une distance respectée. Et on a beaucoup d'entreprises qui finalement ont divisé par 2 le nombre de places de bureaux hein, donc pour leurs collaborateurs. Et là, c'est posé la question en fait de comment les accompagner. Donc on a fait finalement, on a pris alors nous on est en mode agile hein, par nature, et on a pris la balle au bon. On a fait finalement des workshops de travail avec eux à distance. Donc ce sont des grands groupes, par exemple comme le groupe Merck en Italie. On gère tout leur parking en Italie. Et ils ont été très fortement touchés par la crise Covid. Et nous ont demandé donc de travailler avec eux. Donc, on s'est posé avec des designers. Alors, on a fait ces workshops à distance pour imaginer des solutions, non seulement qui gèrent le parking, mais également qui gèrent donc la problématique de priorité pour accéder au bureau, donc dans les équipes, qui accèdent, quelles sont les places qui sont disponibles, et également leur offrir une traçabilité, faire en sorte que finalement vous puissiez savoir qui a été dans votre entreprise et sur quel bureau et quel jour. Parce que forcément, dans ces crises-là, s'il arrive qu'un collaborateur soit malade, vous avez envie de savoir en fait qui était présent, pouvoir prévenir les autres collaborateurs. Donc nous, avec nos solutions, on a designé des solutions pour les aider à cela et donc leur fournir tous les outils, tous les métriques et toutes les datas et les reporting qui vont bien pour pouvoir gérer le bureau également. Et puis également, ils nous ont demandé de gérer les cantines d'entreprise. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, on gère aujourd'hui des cantines d'entreprise. On a démarré donc avec le groupe Merck, mais également avec le groupe Atlantique.
Donc là, c'est minimiser les flux, en fait, quand vous allez à la cantine d'entreprise, être sûr que vous n'envoyez pas tout le temps au même moment. Donc, on va réserver des créneaux, on va s'assurer, en fait, qu'il n'y ait pas trop de personnes à y aller. On va informer les services généraux pour leur dire qui vient et à quel moment, et encore une fois, leur offrir la traçabilité. Et puis également, pouvoir faire passer des équipes de nettoyage donc, sur les espaces de bureaux qui ont été utilisés dans la journée. Voilà. Donc, pour nous, ça nous a ouvert finalement des perspectives incroyables. On y avait pensé déjà l'année dernière, mais là, vraiment, on a pris cette balle au bond et on a transformé ça finalement en opportunité de business pour se développer encore plus vite. D'accord. Alors, on voit bien en effet que cette crise peut aussi apporter le meilleur. Clément, la French Tech Méditerranée a donc décidé de créer cette commission Covid. Est-ce que c'est une initiative montpelliéraine et qui la compose? Quel est son rôle? Alors oui, c'est une initiative locale, pas seulement montpelliéraine, héroltaise, gardoise et sud-aveyronnaise, qui recouvre donc le périmètre de la French Tech. Vous avez noté déjà qu'on l'a appelée Commission French Tech. On n'a pas appelé ça cellule de crise. Voilà. Parce que effectivement, la commission French Tech, la commission Covid, pardon, va sans doute avoir pour rôle à la fois de gérer des sociétés qui sont en difficulté, ça oui, et puis effectivement peut-être faciliter l'éclosion et l'accélération de certaines qui, elles, au contraire, tirent profit de cette crise. Je pense notamment à la société Tixeo dans la visioconférence. Je pense que vous pouvez imaginer que, bien évidemment, la vie n'est pas la même avant et après le Covid. Donc cette commission, elle a pour rôle d'essayer de détecter un peu les signaux faibles sur les évolutions de cette crise. Parce qu'au final, ce qu'on constate, c'est que c'est impossible aujourd'hui de dire tout va bien, tout va mal. On n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que les PGE ont eu l'avantage de geler les positions. Alors je parle du PGE, il y a eu le chômage partiel, etc. Ça a gelé les positions des startups. Et de vous à moi, on a été le pays le plus protégé au monde. Voilà. Moi qui connais très bien l'écosystème aux États-Unis, je peux vous dire que là-bas, on était plutôt dans une logique marche ou crève. Voilà. C'était pas du tout la logique de France. Il y a eu énormément de dispositifs qui ont été mis en place. Et donc, tant mieux, ça a sauvegardé, pour aller jusqu'au bout, les procédures de liquidation d'entreprise étaient gelées. Donc, il n'y en a pas eu. Administrativement parlant, il n'y en a pas eu. Donc, on a sauvé énormément de boîtes. Après, bien évidemment, il y a eu l'ensemble des dispositifs qui ont permis de geler les positions, c'est-à-dire que sans doute, les sociétés qui devaient sans doute disparaître avant Covid sont peut-être toujours en vie, mais qui sans doute peut-être vont, dans la logique de la reprise, vont sans doute disparaître après. Voilà. Et puis, il y a eu ensuite des accélérations. Et donc, pour l'instant, en fait, on est dans cette situation où tout est un peu gelé et il est difficile de savoir exactement ce qui va advenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc, effectivement, cette commission, on l'a voulu de sorte à ce qu'elle puisse se rassembler autour de la table, alors plutôt autour des écrans, vu le contexte, mais des acteurs qui sont au plus près de la vie des sociétés. Parce que on part d'un constat qui est très simple, c'est que les startups communiquent très facilement sur leur succès, beaucoup plus difficilement sur leurs difficultés. Et donc, autour de la table, on a réuni des investisseurs, dont Soridec, des banquiers, des avocats, des comptables, des incubateurs. Pourquoi? Parce que ce sont tous des acteurs qui sont au plus près de la vie des entreprises et seront capables d'identifier les difficultés éventuelles ou au contraire les accélérations. Mais là, pour le coup, on s'intéresse davantage aux difficultés. Et ces acteurs-là, on s'entend lors de la commission pour essayer de définir ce que sont ces fameux signaux faibles et puis en leur donnant comme recommandation d'essayer de les identifier auprès des startups avec lesquelles elles sont en contact. Voilà. Et de l'observation de ces difficultés, de l'observation des avantages que tirent certaines startups, essayer d'en définir des actions concrètes pour permettre à chacun. L'objectif de la commission, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants, qu'il y ait des gagnants, mais qu'il n'y ait pas de perdants. Voilà. C'est un peu l'idée de cette commission. Quels sont les signaux faibles d'été? Les signaux faibles, donc on en a vu. Là, Geneviève nous en a d'ailleurs remonté quelques-uns. Alors, Geneviève, je te laisse la parole ou je...
Je veux bien l'apprendre, oui. Les principaux signaux faibles, hein, c'est les entreprises qui gardent des salariés en chômage partiel, qui demandent des extensions de PGE, puisque cela est possible, et celles où on ne voit pas une reprise de l'activité économique et du business, au-delà des entreprises de l'événementiel, où là on sait qu'on a énormément de mois devant nous avant que ça reprenne, hein, mais d'autres qui sont sur d'autres secteurs ont aussi un petit peu de mal à redémarrer. Donc là, on est très, très vigilant, oui. Voilà, après, il y a Il y en a aussi d'autres, quoi. il y a une dépendance également. Donc, effectivement, le chômage partiel, j'y reviens. Enfin, je trouve qu'il faut faire très attention au dispositif chômage partiel. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, on va le payer, de toute façon. Voilà. Donc, c'est presque tirer dans notre camp le fait de tirer sur le dispositif du chômage partiel. Quand il se justifie, quand on est dans l'événementiel, on peut comprendre. Quand on est dans le numérique et qu'il reste du chômage partiel, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Donc ça, il faut faire attention à ça. C'est des comportements qui jouent contre nous, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des signaux faibles. Après, si la société le fait parce qu'elle en a besoin, ben, là, typiquement, ça traduit une difficulté. Après, globalement, ce qu'attend l'écosystème, c'est de repartir. Et pour repartir, c'est vendre. Voilà. Donc, c'est toujours ce qui nous anime, c'est vendre et éventuellement se renforcer les équipes. Mais ça, je vais en dire un mot. Geneviève, on traverse des temps d'incertitude avec avec peu de visibilité. On sait que les dispositifs de soutien de l'État ont permis de sauver temporairement peut-être certaines entreprises qui allaient faire faillite, comme disait Clément aussi tout à l'heure. Comment est-ce qu'on décide en tant qu'investisseur si on continue de soutenir ou non une entreprise qui a visiblement un trou d'air? Je pense que on va soutenir celle qui avait des bons fondamentaux avant la crise. On est quand même en capacité d'analyser les éléments, les trous d'air liés à la conjoncture et ceux qui sont beaucoup plus structurels. Donc, ceux qui sont liés à la conjoncture, il ne faut absolument pas pénaliser les entreprises. Il y a un point que je voulais souligner, c'est que tous ces dispositifs qui ont permis aux entreprises de gagner des mois de trésorerie ont aussi limité des levées de fonds qui étaient en cours. Certains chefs d'entreprise se disant c'est pas le moment, donc c'est des dossiers que nous on a tous, qui sont souvent des entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires, qui ont mis un petit peu la pédale douce sur la levée de fonds, mais qui sont en train de la réenclencher. Donc ces entreprises-là, nous sommes actionnaires, donc nous allons continuer à les soutenir. D'autres que nous avions à l'étude sans être actionnaires, nous les regardons toujours avec attention. Et comme je vous ai dit, on a fait des levées de fonds avant l'été et il y en a qui sont en cours de réalisation là sur le mois de septembre. Donc voilà, on est en capacité je pense, de valider si l'entreprise elle a besoin pour se développer ou pour combler les pertes qui ont été comblées partiellement par les aides publiques. Donc pas de frilosité de notre part. Je pense qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'argent de disponible. Hein. Nous avons fait des levées de fonds. Nos fonds ont été levés il y a moins de 24 mois. Donc, nous avons encore des fonds à investir et le but, c'est de vraiment les investir en étant toujours aussi vigilant sur les dossiers que l'on étudie. Mais voilà, j'allais dire, on continue. On continue un petit peu comme avant, avec des secteurs, c'est sûr, où on a mis la pédale douce. Hein. Moi, j'avais deux dossiers à l'étude qui travaillaient avec les hôtels. On s'est donné rendez-vous dans quelques mois. Mais voilà. En étant totalement conscient, hein, en disant, bon voilà, pour l'instant, on comprend que vous ne pouvez pas prendre de décision tant qu'on ne sait pas comment tout va évoluer. Voilà. Si je peux faire, pour ajouter un petit complément à ça, oui, c'est un phénomène qu'on observe, c'est-à-dire que les investisseurs maintiennent leur envie d'investir. Pour illustrer ça en chiffres, il y a l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, on a la totalité des levées de fonds, c'était 2,5 milliards sur la France. L'année dernière a été une année exceptionnelle où on a atteint 6 milliards de levées de fonds. Et cette année, l'année n'est pas finie. Hein. À mi-année, on est déjà à 2,5. Ça veut dire qu'on est plutôt sur le trend de l'année dernière. Donc, ça traduit une vraie envie. Et donc, il faut continuer. Le périmètre des levées de fonds ne s'est pas arrêté et au contraire maintient un niveau élevé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle.
D'accord. Stéphane, vous, en raison de la jeunesse de votre entreprise, votre start-up, vous n'avez pas pu solliciter le PGE. En revanche, vous êtes en train de faire une levée de fonds et vous étiez parmi les startupeurs qui étaient à Paris en début de semaine dernière au Montpellier Capital Risque. Combien est-ce que vous souhaitez lever et quels sont les objectifs de cette levée de fonds? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une caractéristique un peu des startups, c'est que quand vous êtes en forte croissance, mais que vous avez démarré il y a peu de temps, vous ne pouvez pas prévaloir en fait d'un chiffre d'affaires, d'un antécédent et du coup d'une perte par rapport à un exercice actuel. Donc nous, on est dans ce cas-là parce qu'on est en très forte croissance. Et donc, on a fait partie de Montpellier Capital Risque, qui a été un événement décalé à Paris, en fait. En théorie, ça se passe à Montpellier. Ça aurait dû avoir lieu au mois de mai. Donc là, ça a été décalé sur le mois de septembre. Et on était dans les locaux de BPI France lundi dernier pour pitcher devant des investisseurs. Alors, nous, on a deux objectifs dans cette levée de fonds. Bon, évidemment, de financer notre croissance. Donc, on recherche environ 1 million d'euros pour nous accompagner dans le déploiement européen et dans la commercialisation de notre solution. Donc nous renforcer nos équipes, pouvoir recruter et pouvoir continuer à vendre, parce qu'on en est au tout début de l'aventure. Et puis également, quand on recherche un investisseur, c'est aussi rechercher un partenaire. On ne recherche pas un investisseur, entre guillemets, comme un banquier. On cherche un partenaire, des gens qui vous accompagnent, en fait, et qui savent vous conseiller. Et nous, c'est vraiment dans ce cadre-là, en fait, qu'on recherche des fonds, des gens qui savent nous conseiller, nous piloter, nous aider en fait dans les décisions stratégiques. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que évidemment, on était engagé dans ce processus qui aurait dû avoir lieu au mois de mai, et nous, on a continué en fait à discuter avec des investisseurs, donc plusieurs investisseurs qui ont continué à souhaiter parler avec nous, échanger. Et donc la levée de fonds en fait aujourd'hui est bien engagée. On espère d'ici dans les semaines qui viennent pouvoir clôturer une levée de fonds, répondre à nos objectifs, puisque en termes commerciaux, on est à l'heure, on est dans nos objectifs également. Et donc cette levée de fonds, ce qui est sympa, c'est que les investisseurs nous ont recontactés pendant le Covid en nous disant OK, comment ça se passe. On leur a expliqué où on en était et ces facteurs d'accélération. Et donc, les investisseurs ont continué à traiter avec nous et à nous accompagner dans les discussions pour aller vers cette levée de fonds. Voilà. Et vous ferez quoi donc ensuite, une fois ces fonds levés? Alors, quels sont Ouais, les enjeux, c'est vraiment de pouvoir en fait recruter donc des personnes en termes commerciaux sur la partie export. Nous aujourd'hui, 40% des clients sont à l'international, donc dans les pays limitrophes. Donc c'est l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, la Belgique. J'en oublie. Mais on n'a pas eu le temps aujourd'hui de faire de démarchage commercial du tout dans ces pays-là, et pourtant on arrive à vendre parce que nos clients en fait nous amènent à l'international. Par exemple, on avait le siège de Ralph Lauren à Genève et maintenant ils nous ont emmenés en Angleterre à Watford. Donc naturellement en fait la croissance et l'internationalisation, c'est dur à dire, se fait, mais il faut l'accompagner beaucoup plus et il faut être beaucoup plus proactif finalement sur ces phases de commercialisation puisqu'on n'a pas du tout eu le temps de le faire. Donc c'est concrètement des recrutements donc, de commerciaux pour discuter avec des grands comptes parce que nous souvent on traite avec des grosses entreprises parce que les problématiques de gestion de bureau et de gestion de parking, en fait, vous les avez quand vous êtes plutôt plus nombreux que tout petit. Et donc, il faut des commerciaux voilà, qui savent répondre à ces attentes-là. Même si on le fait beaucoup à distance, j'ai beaucoup œuvré pour les solutions de vidéoconférence dans le passé ou de télétravail. Donc, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN et on arrive en fait à traiter à distance. Et puis, on prône aussi une économie durable. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous on veut s'inscrire. On veut s'inscrire en fait dans du digital, dans une économie durable et dans l'agilité. Et en fait, on fournit de l'agilité aux entreprises. Donc, notre objectif, c'est vraiment faire ça, d'offrir ça, de se faire connaître, d'aller très vite à proposer nos solutions aux entreprises partout en Europe. D'accord. Geneviève, on voit qu'il y a un regard, on va dire, bienveillant, en tout cas pas une frilosité trop importante de la part des investisseurs. Est-ce qu'en dehors de l'octroi du PGE, en revanche, les startups doivent appréhender une frilosité des banques? Geneviève?
J'ai l'impression qu'on a perdu Geneviève. On a perdu Geneviève. Bon, Clément, peut-être que vous avez un avis sur le sujet? Oui, je vais répondre. Non, les banques pour l'instant, et puis on peut comprendre pourquoi, je trouve que le dispositif de l'État fait que c'est plutôt rassurant pour la prise de risque. Ceci dit, il y a quand même un risque pour les banques. Et elles y vont. Donc ça, il faut l'observer, il faut le souligner. Donc non, pour l'instant, au-delà du PGE. Après, le PGE reste, bien évidemment, le véhicule principal, étant donné les circonstances. Mais non, elle joue effectivement leur rôle. Là, je vois aussi pas mal de nouvelles startups qui se créent. Elle pourrait dire, bon, on se calme, revenez peut-être un peu plus tard quand la crise sera passée. Ce n'est pas le cas. Au contraire, elles se battent entre elles pour essayer de recruter les nouvelles startups. C'est plutôt bon signe. Voilà. Donc, globalement, les banques ont vraiment bien joué le jeu. Nous, on le voit également, hein, on voit que dans les discussions, nous, dans la partie levée de fonds, on a aussi un côté bancaire. Hein, donc parce qu'on sait bien, quand on lève des fonds, on peut avoir un côté effet de levier, donc pour aller lever des fonds derrière. Donc ça peut être autour d'organismes institutionnels, enfin, type BPI, ou d'autres acteurs qui financent l'innovation avec des fonds européens. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des fonds. Donc les banques sont prêtes à prêter. Avec peu de conditions d'exigence côté start-up, on va dire, ainsi si évidemment on justifie d'un business plan et puis d'une activité économique durable. Et on voit aussi des critères justement sur la pérennité en fait de ces investissements, être sûr qu'on est compatible avec certains critères environnementaux et dans ces cadres-là, si on respecte ça, les banques sont assez bienveillantes, même si certains organismes, en fait, sont aussi à court de fonds. Donc ça, vous donnez des accords, principes, mais ont épuisé certains fonds et peuvent vous financer l'année prochaine. Donc là, je pense qu'il y a des petits côtés trésorerie, en fait, sur la fin d'année qu'il faut gérer pour obtenir des financements maintenant, mais peut-être avoir des versements qui sont en début d'année prochaine parce que certains fonds sont épuisés, parce que forcément, on est un peu sous perfusion au niveau de l'économie. D'accord. Clément, juste pour presque terminer, quels sont les dispositifs que vous imaginez au sein de la Commission pour accompagner les startups en difficulté d'un côté, celles qui accélèrent de l'autre, notamment par exemple en termes d'échange de ressources humaines ou de compétences? Oui, alors voilà, donc en termes de dispositif, juste un petit message, Geneviève vient de m'envoyer un SMS, apparemment elle n'arrive pas à se reconnecter, donc si la technique peut faire quelque chose pour qu'elle revienne, ce serait parfait. Donc en termes de dispositif, c'est assez clair, on a deux axes qui se dégagent. Le premier, c'est effectivement les ressources humaines, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que celles qui profitent de la crise soient en capacité de recruter facilement. Il faut que, de même, celles qui sont au contraire, qui subissent la crise, puissent potentiellement essayer d'alléger leurs équipes, voilà, de sorte à ce que ça puisse réduire la voilure de leur côté et leur permettre de revenir plus fort d'eux-mêmes. Donc là, on a deux façons de faire ça. La première, on va lancer une plateforme de mise en relation entre des structures qui mettent à disposition leurs salariés pendant la crise Covid, le post-Covid, et les sociétés qui, elles, vont bien et recrutent. Voilà. Et après, au choix entre les deux structures de se mettre d'accord, soit sur des recrutements, des transferts définitifs, soit des transferts temporaires. Tout est imaginable. Et puis la deuxième possibilité, c'est essayer de faire le rapprochement. Donc là, je pense surtout à celles qui sont en difficulté et qui ne le disent pas trop et qui sont sur un secteur où d'autres peut-être ont eu les épaules peut-être un peu plus larges pour passer la crise. Eh bien, peut-être qu'effectivement, une stratégie de rapprochement de croissance externe avec le gros qui rachète le petit peut faire sens. À l'arrivée, pas de perte d'emploi. C'est la priorité qu'on se donne. Donc, permettre à celles qui veulent accélérer de le faire, parce que c'est un vrai enjeu. Il ne faudrait pas qu'à la fin, la crise pousse et au final, les boîtes n'arrivent pas à suivre cette cadence-là. Donc, quand on parle de ça, on parle effectivement de levée de fonds, Stéphane en a parlé, mais on parle également de recrutement, il en a parlé aussi. Donc là, on est exactement dans ce cas de figure-là où une fois qu'on a ce qu'il faut, on veut y aller et donc il faut pouvoir. Donc ça, c'est le point numéro 1.
Et puis, donc, la deuxième action qu'on veut faire, ben, elle est en cohérence avec ce qui a été annoncé. C'est-à-dire que, encore une fois, la French Tech a été sollicitée par la région, les métropoles, en nous demandant quel dispositif serait intéressant à mettre en place, pardon, pour les startups. Et donc, on leur a dit la commande, la commande, et la commande, et la commande. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on leur a montré aussi que finalement, on avait un écosystème de startups qui était quand même assez riche. Et finalement, quand on regarde le nombre de relations commerciales, j'entends, entre ces donneurs d'ordre locaux et nos startups, on s'aperçoit qu'il y en a très peu. Et donc, du coup, s'il y en a très peu, ça veut pas dire qu'il y a un désintérêt pour les solutions d'ici. C'est même pas ça, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Et donc, la première de nos préoccupations va être de faire en sorte de faire rencontrer ces donneurs d'ordre public avec notre écosystème. Donc ça, on va le faire de façon assez concrète, avec des sortes de speed dating entre les donneurs d'ordre public et les startups. Et puis en deuxième action parallèle et complémentaire, on va essayer d'aller voir l'UGAP et encourager l'UGAP à intégrer l'UGAP, qui est la centrale d'achat, et qui permet d'éviter les appels d'offres. Parce que vous imaginez bien que si à la fin de ces rencontres, une administration souhaite travailler avec une start-up et que du coup elle lui dit ben, c'est super, je vais lancer un appel d'offres, bon là on a perdu, quoi. On est hors sujet en termes de timing. Moi je sors un peu, je digresse. Je suis plutôt positif en fait. C'est quand on a une claque comme on s'est prise, quand il y a une crise aussi violente que celle qu'on a connue, s'il y a un moment dans la vie des boîtes où il faut accélérer, c'est là. C'est là. Parce que quand on est en bas, on ne peut que monter. Et il se trouve qu'en plus, les startups du territoire vont de toute façon, je vais vous dire, les promotions 2020, c'est-à-dire toutes les boîtes qui auront connu cette crise et qui sont toujours là, qu'on le veuille ou non, c'est une carte de visite. Et donc, on ne regardera pas pareil que celles qui n'ont pas connu la crise. Donc, il faut accélérer. Il faut accélérer. Et pour accélérer, effectivement, il faut qu'on soit juste en cohérence avec le timing qui se présente. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'on a été fortement protégé par l'État. On a du coup une crise, on a la possibilité de rebondir. Et comme on a été protégé, on est mieux placé que quiconque pour accélérer. Donc maintenant, une fois que j'ai dit ça, il faut que tout se mette en place pour que ça puisse accélérer. Donc la commande publique aussi, et donc l'UGAP qui doit faciliter la prise de commande aussi auprès de nos startups. Ce que je dis pour les grands groupes, les collectivités, c'est vrai aussi pour les grands groupes. Et il y a également une action qui va être menée de rencontre, pareil, entre les grands groupes locaux, puisqu'on a sur notre territoire, on a beaucoup de ces structures qui sont représentées avec nos startups. Donc vous l'avez compris. Mais des grands groupes qui jouent plutôt le jeu, vous disiez, non? Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, mais il y a une volonté générale. Non, en termes d'état d'esprit, les planètes sont alignées. Maintenant, ensuite, c'est toujours pareil, il faut que l'intendance se suive. C'est-à-dire que, OK, il y a l'envie des deux côtés, mais si c'est pour qu'on contractualise dans un an, au bout d'un an, les startups ont le temps de mourir. Voilà. Et ça, attention, parce que on n'est pas dans le même temporalité que les grands groupes ou les collectivités. Et donc, l'enjeu, c'est ça, c'est de faire prendre de conscience qu'il y a une sorte d'accélération, de momentum favorable. Et si on arrive à faire ça, alors je pense qu'on va faire naître des leaders dans chacun des secteurs que la French Tech défend. Je rappelle que la French Tech, c'est ça. Hein, on veut faire en sorte que des sociétés qui soient adhérentes chez nous soient les championnes de demain. Donc, je pense qu'il y a une une vraie opportunité. Et si une opportunité se présente et que la start-up ne le saisit pas, et si le pays ne le saisit pas, je mets ça à l'échelle du pays, alors on passera à côté. Et on peut même le mettre aussi à l'échelle européenne. Sinon, on sera les observateurs d'une situation. Je vous devinez, la French Tech Méditerranée devait aller à San Francisco en avril dernier. C'est un projet que vous gardez dans les cartons? Eh bien, on va y aller. Si je dis qu'il faut continuer, on va continuer. Donc là, du coup, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on maintient cet événement. Alors évidemment, on ne va pas y aller là-bas. Je peux vous dire que là-bas, les conditions actuelles sont pires qu'ici. On se plaint du masque, mais là-bas, c'est pire. Ils ont d'autres feux à gérer, ouais. Il y a du confinement, c'est assez compliqué. Donc, on va organiser ça sous forme de visio. Ça marche, on continue.
Et par contre, dans tous les cas, ce qu'on fera, c'est qu'on ira quand la situation le permettra. On ira. Et là où, pour l'instant, donc je rappelle le dispositif, on a sélectionné 9 startups et la French Tech prend en charge les frais pour organiser à ces 9 startups des rendez-vous individuels, donc en one-to-one avec des décideurs de la Silicon Valley et donc nos startups. L'idée étant de finir le rendez-vous avec une réponse claire. Est-ce qu'on a quelque chose à faire ensemble, oui ou non? Et donc, très concret. Et donc, si à la fin, effectivement, il y a des choses à faire, eh ben, tant mieux, c'est le début d'une histoire. Et ce qu'on fera, c'est que quand les choses se calmeront, on pense, on espère, puisque on maîtrise rien et c'est difficile de faire des prévisions, on espère que d'ici milieu d'année prochaine, on pourra aller là-bas. Et là, l'avantage que ça aura, c'est qu'on n'ira pas qu'avec les 9 startups, on dira à tout l'écosystème de la French Tech, à toutes les boîtes qui ont quelque chose à faire dans la Silicon Valley, de venir avec nous. On va louer un bus, quoi. Voilà. Un avion, pardon. Ok, alors pour terminer cet échange, j'aimerais juste vous poser une question. Alors, à tous trois, peut-être Geneviève, on va pas récupérer Geneviève, je pense. Hein. Elle est là. Ici, je suis revenue. En quelques mots, quel ultime et unique conseil? Ah, vous êtes là, Geneviève? Oui, je vous entends. Oui. Alors, je disais pour terminer cet échange, juste une question à vous trois. Quel ultime et unique conseil vous donneriez aux startups aujourd'hui? Geneviève, à vous. J'en ai deux. Hein. C'est déjà de préserver leur cash si elles n'ont pas redémarré leur activité et de l'augmenter si elles peuvent saisir des opportunités. Je crois que Clément l'a bien résumé. Aujourd'hui, il faut être prêt à accélérer. Et pour ça, il faut du business, il faut des fonds. Et je pense que les investisseurs, hein, pas que nous, sont prêts à les accompagner. Donc, il ne faut pas hésiter à relancer les levées de fonds qu'elles ont pu mettre en veilleuse. Voilà. D'accord. Bon. Merci. Clément je crois que vous l'avez à peu près dit, hein, pas de frilosité. Là, j'ai été clair, voilà, on fonce et on fonce, sur tous les domaines. Le domaine commercial, le domaine du financement, le domaine du recrutement, il faut y aller. Une start-up, par définition, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Normalement, elle est censée être plus grosse, donc il ne faut pas avoir peur de faire du PGE, il ne faut pas avoir peur de se financer. Au contraire, c'est ça qu'on appelle la croissance. Donc, plus on croit, plus vite on va, c'est le but des startups. Donc je peux pas être plus clair. On y va, on lâche les cheveux. Et vous, Stéphane, le mot de la fin, si vous vous adressez à vos camarades start-upers, qu'est-ce que vous leur dites? Je dirais que, en fait, c'est le proverbe bien connu. Hein, c'est quand le vent se lève, il y a ceux qui construisent des murs, il y a ceux qui essaient de construire des moulins. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein, il faut essayer de trouver dans ces moments difficiles les opportunités de croissance et de développement et vraiment voir ça comme un côté positif pour développer une économie durable, agile et puis et pérenne. Hein. Donc, il y a des opportunités et on sent que l'économie est en train de repartir fort. Donc, il faut être positif et je pense qu'on est bien soutenu pour réussir à continuer cette croissance. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois de votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Merci. Merci, bonne journée.